Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Une simple balade en voiture va transformer la vie d'un couple de la région de Lac-Bloussy, au Québec. Par une nuit sans lune, ils vont croiser une bête inimaginable. Ont-ils vraiment vu quelque chose? En septembre 1968, un groupe d'enfants se retrouve face à une créature sortie tout droit d'un épisode de Aux frontières du réel. 40 ans plus tard, que pense-t-il avoir vu? Son père a assassiné sa femme, puis s'est suicidé. Toutes les femmes de sa vie l'ont quitté sans demander leur reste. L'une de ses deux filles est dans une prison américaine pour le meurtre d'un agent fédéral. Tragique histoire que celle de Maurice Thériault. Chaque mystère recèle sa part d'inconnu. Rien n'est si angoissant et fantastique que l'inconnu. Ici Michel Dumont. Vous regardez Dossier Mystère. Avec les années, et à force de publicité, certains phénomènes étranges sont devenus plus acceptables. Dire aujourd'hui qu'on a vu un fantôme n'est plus aussi dommageable pour sa réputation qu'il y a 30 ans. Par contre, d'autres phénomènes demeurent si hors normes qu'il vaut mieux garder le silence. Il y a plusieurs années, un couple du Québec a fait une rencontre inusitée, au nord d'Ottawa. Il leur a fallu une bonne dose de courage pour en témoigner. Le Canada est une terre très riche en mythes et en légendes. Au Québec, par exemple, les histoires de loups-garous sont particulièrement nombreuses. L'expression loup-garou signifie homme-loup et désigne des hommes doués du pouvoir de se transformer en prédateurs monstrueux. On dit aussi que ces monstres seraient presque immortels. En juillet 1766, la Gazette du Québec annonce qu'un loup-garou courait dans le comté de Kamouraska. Le journal ajoutait que l'animal était aussi dangereux que celui apparu l'année précédente dans le Gévaudan, en France, où il avait terrorisé la population à tel point que le roi de France, Louis XV, dut y dépêcher son porte-arquebuse, le sieur Antoine de Beauterne. Au moment d'être abattu, la bête légendaire du Gévaudan avait déjà fait plus de 120 victimes. Alors, au Québec, nous avons beaucoup de légendes de loups-garous, surtout dans un contexte catholique. Parce que le loup-garou, ce qui caractérise le loup-garou du Québec, c'est un homme qui n'a pas fait ses Pâques pendant 7 ans de suite. Alors, pour situer les gens, il fallait communier dans le temps de la Semaine Sainte. Et puis, le dimanche de la Quasimodo, c'était la date limite. Et dans plusieurs paroisses du Québec, on sonnait le soir de la Quasimodo le glas pour, au fond, regretter la mort des gens qui n'avaient pas pratiqué le précepte pascal. Alors, les gens qui n'avaient pas communié, ils se transformaient en pleine nuit. Ils se promenaient dans les campagnes. On voyait des loups. Et moi, c'est le chanoine Lionel Groux qui m'a raconté que son père avait été suivi par un loup. Et puis, que pour s'en débarrasser, il fallait prendre un canif et le piquer. Et là, l'homme apparaissait devant vous, il était nu, il
saignait. Puis il dit, dis-les pas à personne de la paroisse. Hein, c'est moi qui courais le loup-garou, j'étais condamné. Et là, tu m'as démorphosé. Hein, parce qu'on t'avait amorphosé, démorphosé. Et je suis libéré grâce à toi. Si la pleine lune est généralement associée aux légendes de loup-garou, un couple de Lac-Bloussy, au Québec, fit dans la totale obscurité une singulière rencontre. En novembre 1989, on revenait de chez des amis. On était en voiture, puis on voyait pas très loin. Hein. Il nous est apparu un drôle de personnage devant la voiture. Il est environ 22 heures lorsque Mme Gagnon et son époux croisent un être inimaginable. On a vu un personnage poilu debout dans le milieu du chemin. À la lueur des lumières de la voiture, on voyait très bien. C'était un genre de loup debout, de 7 à 8 pieds de haut, avec le poil mi-long, avec les dents sorties comme s'il avait été surpris en colère. J'ai même vu les longues griffes sorties. La créature semble issue tout droit des films d'horreur. Le couple n'arrive pas à croire à ce qu'il voit. Soudain, la bête effectue un bond de 15 mètres et disparaît dans l'obscurité. Du milieu du chemin, aller dans le bord, aucun humain n'aurait pu le faire, le saut. Là, j'étais très impressionnée. J'ai demandé à mon mari s'il avait vu, lui aussi. Je croyais halluciner, puis lui aussi, parce qu'il m'a dit, j'y crois pas. C'est comme les légendes du temps. Les loups-garous que nos grands-mères nous parlaient, de 7 à 8 pieds d'eau, comme eux autres avaient décrit dans le temps. Les superstitions venues d'Europe et les légendes terrifiantes associées au diable et au loup, cette bête diabolique, se propagent grâce aux contes populaires. Face à la frayeur, les adultes comme les enfants ont la même réaction, l'incrédulité. Ça se peut pas, ça se peut pas. Rien que ça qui me venait dans la tête, j'étais comme saisi. Moi, je voulais aller retourner pour aller voir ce qui se passait. Ma conjointe, elle voulait pas, criait, elle voulait se retourner à la maison. J'ai été l'amener, j'ai retourné pour voir dans le champ, éclairé dans le champ, j'ai rien vu. Le lendemain, soir après l'ouvrage, j'ai retourné dans ce coin-là, regarder s'il n'y avait pas des pistes sur le bord du chemin. Il n'y avait absolument rien. On a parlé à des amis de la chose qu'on avait vue, et puis nos amis ils disaient qu'on avait probablement bu ce soir-là ou qu'on avait pris quelque chose qui nous faisait halluciner, justement. Mais moi, je peux pas boire, j'ai jamais bu. Et puis, le côté de la drogue, j'y touche pas du tout. Fait que... Puis mon mari non plus. Puis on revenait de chez des amis qui boivent pas non plus. Fait que on était loin d'avoir pris quelque chose. On était loin d'être fatigués, il était pas tellement tard le soir. Ils n'ont jamais voulu nous croire. C'était la première et la dernière fois qu'on a parlé. Qu'on y croit ou non, nombreux sont les récits de rencontres fortuites avec des loups-garous, des enfants enlevés par ceux-ci, ou encore d'hommes transformés en loups-garous. Entre autres, ce chasseur, du nom de Desjardins, parti pour un voyage de chasse un soir de pleine lune et qui n'aurait jamais été revu. Seul son fusil et quelques pièces de cuir auraient été retrouvés sur les lieux de son campement par les bénévoles partis à sa recherche. Mais les observations de loups-garous ne sont pas exclusives au Québec. Des expériences similaires vécues au Wisconsin sont rapportées dans le livre The Beast of Bray Road. Les observations de loups-garous regroupent un ensemble de témoignages où, dans la plupart des cas, les gens décrivent une créature plus ou moins humaine, de haute stature, couverte de poils, et dont la tête rappelle celle d'un loup ou d'un berger allemand. Les descriptions sont similaires,
et généralement les gens n'ont eu qu'un bref aperçu de la créature qui les regardait d'un air menaçant. Cela les a effrayés, bien sûr. Ensuite, la créature s'est enfuie dans les buissons ou les champs avoisinants. Ces observations ont débuté ici, dans cette région, il y a déjà plusieurs décennies, et elles continuent encore aujourd'hui. Parmi les témoins, on compte des chasseurs qui font eux-mêmes 2 mètres de haut, des types pas trop impressionnables, et qui ont l'habitude des ours et des animaux de la forêt. Pourtant, ils ont été très effrayés. Ils ignoraient qu'est-ce que cette chose pouvait bien être. D'ailleurs, beaucoup de témoins ont utilisé l'expression « cette chose » pour décrire ce qu'ils ont vu. Ils ont justement observé quelque chose qu'ils ont été incapables de comprendre. Cela les a probablement plus effrayés que l'animal lui-même. Certaines légendes affirment que pour se transformer en loup-garou, hormis les manquements aux devoirs religieux, il suffirait de boire dans la même rivière qu'un loup, d'être mordu par un loup enragé, ou tout simplement de manger de l'aconite, appelée aussi herbe à loup. On raconte aussi qu'une façon de vaincre ces monstres quasiment immortels serait de les atteindre d'une balle en argent, faite à partir d'un objet consacré, tel un crucifix d'église. Le loup-garou du Québec, c'est un loup-garou, je dirais, catholique. Et puis, tranquillement, évidemment, avec la transformation des structures religieuses, on en parle un petit peu moins. Il y a peut-être d'autres, mais on est en présence d'un archétype, par exemple. Un archétype profond, c'est la peur de basculer dans l'animalité, d'être avalé par l'animalité, par le loup. Et ça, les racines de ça, pour nous, c'est en France, où le loup, c'était la grande terreur. Dans François Villon, on parle de ça, justement, les loups qui entraient dans Paris, dans les temps de famine. Alors, c'est la peur du loup et la peur de devenir loup. Sauf au cinéma, le mythe du loup-garou a disparu des préoccupations modernes. Mais la peur exprimée par ces contes continue de hanter les esprits la nuit venue. Le diable aurait-il simplement changé de visage? On pourrait dire que le loup-garou se promène dans nos villes. Il se promène dans nos villes, mais il n'y a peut-être plus l'aspect d'un loup. Mais c'est le prédateur, c'est le maniaque, c'est le fou. C'est vraiment le psychopathe. Et c'est là le danger. Peut-être que derrière la grande image du loup-garou, il y a peut-être ces images de malades mentaux, de maladies mentales qu'on identifiait assez mal autrefois, mais des gens qui tuaient. L'idée que des êtres mi-hommes, mi-loups pourraient hanter certaines régions rurales d'Amérique du Nord paraît tout à fait absurde. Les scientifiques croient plutôt que ces observations, une fois éliminées les fraudes et l'hystérie collective, pourraient être liées à quelques individus souffrant de troubles physiques et mentaux. 2 maladies pourraient être à l'origine de ces comportements: la porphyrie de Gunther et la lycanthropie. Vous êtes dans un monde maintenant beaucoup urbanisé, mais ce qui est très curieux, c'est que le merveilleux va entrer par une autre porte, et par les légendes urbaines. Vous allez avoir tout un nouveau merveilleux qui arrive, et je dirais que la peur est toujours présente. La peur de l'autre, la peur de l'étrange, la peur de l'étranger, la peur du mal est toujours là. On ne sait jamais, le mal est peut-être notre voisin. Et puis dans chaque homme aussi, il y a toujours des traces du mal. Il y a toujours des traces du mal. Le loup-garou, il est peut-être dans chacun de nous. Pour la plupart d'entre nous, les loups-garous, les vampires et autres apparitions monstrueuses ne sont que des chimères bonnes à effrayer les enfants la nuit venue. Mais pour ceux et celles qui se sont retrouvés face à face avec l'une de ces créatures, la réalité a maintenant une toute autre définition, beaucoup plus terrifiante. Dans son livre « The Complete Guide to Mysterious Beings », l'auteur américain John Keel dresse une nomenclature de toutes ces créatures étranges qui peupleraient ce qu'il appelle lui-même la ménagerie surnaturelle. On y retrouve de tout, des monstres marins, des créatures ailées, des dragons et des loups-garous.
Mais on n'y retrouve rien au sujet de cette curieuse créature observée par un groupe d'enfants il y a plus d'un quart de siècle à Coleraine, au Québec. Septembre 1968. Dans le petit cimetière de Coleraine, au Québec, 2 hommes et quelques enfants avancent d'un pas décidé. La troupe se dirige vers un immense rocher situé complètement à l'arrière du cimetière. La particularité du rocher est une cassure formant une cavité étroite en son centre. Oui, c'était en haut puis dans la crevasse. Et c'est justement cette caverne qui intéresse les visiteurs. Paul Bogus, le plus vieux des 2 adultes, se glisse à l'intérieur. Pendant un instant, il prête l'oreille, attentif au moindre bruit. Il écoute le silence, un silence troublé uniquement par les affirmations soutenues des jeunes restés à l'extérieur. Les enfants jurent que leur histoire est vraie, mais il leur en faudra beaucoup plus pour convaincre les adultes. Au bout de quelques minutes, Paul ressort de la caverne, exaspéré d'avoir mordu au piège que lui ont tendu les enfants. Son frère Claude décide alors de ramener les jeunes au bercail. Au moment où Paul regarde le groupe s'éloigner, un étrange ronronnement se fait entendre de l'intérieur de la crevasse. Surpris, Paul retourne dans la caverne. Le bruit est très distinct, comme si quelqu'un dans le rocher ou sous la terre faisait tourner une machine. Pour s'assurer qu'il ne se faisait pas berner, il ressort et fait le tour du rocher, mais ne voit rien qui pourrait expliquer le phénomène. Les enfants avaient raison, se dit-il. Il y a quelque chose qui tourne pas rond avec ce rocher. En 1968, le petit village de Saint-Joseph de Coleraine compte moins de 2000 habitants. Mais cet été-là, des jeunes vont faire une rencontre qui les marquera à jamais. L'affaire commence dans l'après-midi du 29 août. Comme ils le font fréquemment, Denis Bogus et son frère Michel se rendent au cimetière pour y jouer. L'autre, on allait souvent s'amuser, on appelle ça au cap du cimetière. Là. Il y avait un boisé, bon, on allait jouer au cow-boy, étendre nos écureuils, tout ça. Puis ça, ben, un moment donné, ça, quand ça s'est produit, c'était un jeudi le 29 août, pour la première fois. Sans trop s'en rendre compte, les frères Bogus se dirigent tout droit vers l'énorme rocher. C'est à ce moment-là qu'une apparition attire le regard de Denis. Sur le rocher, tout près de la caverne, un personnage étrange les observe, immobile. On a vu ça être là, une forme qu'on n'avait jamais vue, tout ça. Là, on l'a vu, on l'a observé un peu, d'un coup, tout la peur nous a comme poigné un peu, puis là, lui, ça a disparu de pouf, puis nous autres, on a disparu sur le bord. Les gamins s'enfuient à toutes jambes pour raconter à leurs parents ce qu'ils ont vu. La créature de Coleraine, on peut la définir comme un être plutôt petit, à peau de serpent brûlé, d'écailles brûlées, chauve, avec des yeux assez importants au niveau de la dimension, et aussi ce que les enfants ont décrit comme une barbe très longue. Et l'être en question avait cette faculté d'apparaître et de disparaître sans se déplacer. On ne l'a jamais vu se déplacer. Il était visible et soudainement invisible. Le lendemain de l'incident, André Bogus et son oncle Pierre se rendent à leur tour au rocher pour trouver des indices prouvant l'existence de la créature. Les enfants passent l'avant-midi à explorer le cimetière et les boisés des alentours, mais ils ne trouvent rien. Vers 15h30, alors qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux, ils aperçoivent l'étrange créature. L'être fixe les gamins quelques secondes, puis disparaît, comme on ferme un téléviseur, racontera l'un des enfants. Après ça, on y retournait, on y allait tous les jours, puis on y allait à différentes heures de la journée, mais on voyait rien, mais c'était tout le temps entre 3h30 et 4h, à toutes les fois. Après ça, on y retournait la troisième journée, on était toutes les 6, puis là, on l'a à courte vue, on le voyait en bas du rocher, là. Une place, mais si je suis face au rocher, ça se trouve être à droite, là. On le voyait là assez régulièrement. Après ça, on l'a vu à côté de la charnière. L'histoire va donc se répéter le lendemain à la même heure. Mais lors de la 4e journée, Pierre Bogus convainc son frère Georges de l'accompagner au cimetière en matinée. On est sur une bicyclette là, on s'approche à pied, puis on entend comme
un gros grognement, comme un grognement d'ours. Mais il n'y a pas d'ours dans le cimetière, mais alors la peur nous a pris, nous autres, on regarde jusque-là, je sais pas, qu'est-ce qui se passe là. On laisse notre bicyclette là, puis on retourne à la maison. Là, notre mère dit, vous irez chercher votre bicyclette après le dîner, là, allez plus jouer là, on vous le dit, tu sais, là, il peut y avoir des animaux, pourtant, le village de Coleraine se tenait là, tu sais. Même si, jusqu'à ce moment, la créature de Coleraine est apparue à intervalles réguliers, c'est lors de la soirée du 1er septembre que toute cette histoire connaîtra un dénouement aussi spectaculaire qu'inattendu. Il était, je crois, 7h40, 7h45 le soir. Mais il faisait, au mois de septembre, il fait encore clair, là, cette période-là. Donc, on part la gang encore. On s'en va au cimetière. Oh, d'avance, rendu au milieu du cimetière, il y a un de mes neveux qui dit, soudain, il dit, oh mon Dieu, il me semble que j'ai vu passer quelque chose devant la lune. On continue, nous autres. On s'en va. On s'en va vers le cap du cimetière toujours. Puis, rendu à peu près une 50aine de pieds du cap du cimetière, là on a... J'en parle, j'ai encore ça fait quand même des années, là. On voit un engin. Puis quand l'engin était rendu, si tu veux, au-dessus du cap, une certaine, je sais pas, peut-être une vingtaine de pieds au-dessus du rocher, là, le même bonhomme qu'on appelle nous est apparu. Il est apparu comme ça, puis avec la même position, les bras écartés, puis qui nous regardait en bas comme ça. André Bogus détaille la créature à l'aide de ses jumelles. L'être regarde fixement dans sa direction. Les jeunes se passent tour à tour les jumelles pour mieux la voir. Il fait encore assez clair pour que les enfants puissent détailler sa peau comme des vagues, de la houle, plissée sur le long. Fait que là, la soucoupe volante a passé. En tout cas, on appelle ça une soucoupe volante, l'autre, là. Puis là, quand elle a passé, là, quand elle est arrivée vis-à-vis l'être, là, lui, il a disparu, pouf. Puis ça l'engin a continué, et puis on l'a perdu de vue. Ce sera la dernière fois que la créature fera son apparition, et malheureusement, seuls les enfants Bogus ont été témoins de ces apparitions échelonnées sur 4 jours. Ils subiront les sarcasmes de leurs compagnons et seront appelés à raconter leur histoire à plusieurs reprises. Plusieurs sceptiques ont crié au canular. Mais encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, les Bogus continuent de maintenir leur version des faits. Pour eux, ces événements sont authentiques et n'ont rien à voir avec l'imagination d'enfants. C'est la première chose que j'ai demandé à mes enquêteurs et qu'on a fait, observer les enfants quand ils nous parlent. Et ces enfants-là nous regardaient droit dans les yeux, avec une dramatique, une espèce de passion dramatique, si je peux dire, dans le visage, dans la voix, dans la façon de le raconter, sans jamais se consulter du regard. Et ça a été, pour moi, une révélation. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Ces enfants-là ne mentent pas. Je n'ai pas de preuves. Mais je peux vous dire, pour avoir été père de famille, ces enfants-là ne mentent pas. Les statistiques démontrent que dans un rayon de 300 km autour de chez vous, peu importe où vous habitez, quelqu'un a déjà fait une rencontre avec une créature insolite. Un jour, peut-être que ce quelqu'un, ce sera vous. De tous les phénomènes surnaturels, la possession diabolique est sans doute l'un des plus controversés. Le diable existe-t-il réellement? Peut-il investir la chair? Quelqu'un peut-il devenir la victime des attaques répétées du malin? Au-delà du débat entre la science et la foi, il y a les victimes. L'affaire Maurice Thériault est l'histoire tragique de l'une de ces victimes. Cette histoire devait se terminer en cette soirée de printemps 1985. Ce souhait accompagnait les prières de toutes les personnes réunies autour de Frenchy, l'homme assis face au groupe. La tête penchée en avant, l'homme semblait souffrir intensément, comme si, dans son cauchemar, il combattait un démon intérieur. Esprit impur, qui que tu sois, je t'ordonne de laisser ce serviteur de Dieu. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'incantation ne s'adressait pas à l'homme, mais à l'entité possédant son esprit. Je t'exorcise, toi, le plus impur des esprits, toi, l'ennemi du bien et tous tes suppôts. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer cette créature de Dieu.
Mis à part le policier qui filmait l'étrange rituel, l'Assemblée, motivée par la peur, riait maintenant avec ardeur. Au nom de notre Seigneur, je t'ordonne de me dire qui tu es. Les yeux révulsés, le possédé laissa échapper une longue plainte gutturale. Je suis qui je suis. Je suis le seul et unique. C'était la voix du plus vieil ennemi de l'humanité, la voix du mal en personne. Maurice Thériault voit le jour en 1935. Il est le premier-né de Imelda et Maxime Thériault, un couple d'agriculteurs de Sainte-Agathe, au Québec. Le jeune Maurice n'a pas encore 10 ans lorsque ses parents décident d'aller s'installer à Fort Kent, dans le Maine, aux États-Unis. Ces années d'après-guerre sont difficiles et le gamin doit travailler de longues heures au champ pour aider son père. Il travaillait sur la ferme avec son père, dans le Maine. Il y était obligé, c'était son devoir. Il a quitté l'école en 3e année. Il travaillait à la ferme et s'occupait des tâches ménagères et de ses frères et sœurs. Maurice was a normal kid to a certain extent. Jusqu'à un certain point, Maurice était un enfant normal, jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans. Mais un jour, il a été témoin d'un événement dans la grange. Il a vu son père se livrant à un acte de bestialité. Son père s'est mis à le détester à cause de cela et l'a forcé à l'imiter. À Fort Kent, les abus de Maxime Thériault, et en particulier à l'endroit de son jeune fils Maurice, sont notoires. Comme dans bien des cas d'abus, la communauté préfère fermer les yeux. Sans aucun soutien, le gamin, laissé à son triste sort, ne peut que rêver du jour où il pourra s'affranchir de son père brutal. Un après-midi, en revenant de l'école, après avoir été battu par son père pour la 1e fois, le jeune Maurice s'écrie « Je préférerais travailler pour le diable plutôt que de travailler pour toi. » Et pour le diable, il va travailler. À 21 ans, le jour même de sa majorité, il quitte le foyer familial sans prévenir personne. Maurice prend un billet d'autobus pour New Britain, au Connecticut. C'est là qu'il tombe amoureux de Patricia Ann O'Brien. Hélas, l'union ne dure pas. Avant son mariage, alors qu'il était encore très jeune, nous n'avons pas été en mesure de documenter ses comportements bizarres. Parfois, Maurice entre dans des transes qui le métamorphosent. Il devient violent. Et à au moins 2 occasions, des événements surnaturels inexplicables accompagnent ces crises. Un jour, le crucifix placé au-dessus de son lit se met à saigner. Au moins à une autre occasion, des témoins jurent avoir vu Maurice Thériault à 2 endroits différents en même temps. Des incidents très étranges se sont produits, comme la bilocation, cette faculté d'être à 2 endroits à la fois. La bilocation peut être possible soit par l'intervention du divin, comme dans le cas de Padre Pio qui a vécu à notre époque, soit par le malin, comme dans le cas de Maurice. Ces phénomènes effraient Patricia, qui préfère le divorce à cette menace. Maurice est de nouveau livré à lui-même. Peu après, il fait la rencontre d'une autre femme, Tina. Cette nouvelle union dans la vie de Maurice Thériault, surnommé Frenchy à cause de son accent, ne durera pas non plus. Maurice était un homme bon, lorsque Maurice était Maurice. Par contre,
Lorsqu'il était sous cette influence diabolique, il faisait preuve de pouvoirs très étranges. Quasi illettré, Maurice va de petit boulot en petit boulot. Mais ce n'est pas autant la pauvreté qui ruine son existence que ces étranges événements qui se multiplient dans son quotidien. Ses absences sont fréquentes. Maurice perd alors tout contact avec la réalité. Il devient quelqu'un d'autre. Ça a commencé par des petites choses. Petit à petit, j'ai remarqué des comportements bizarres. Même s'il n'avait complété qu'une 3e année à l'école, il a commencé à s'exprimer dans une langue inconnue. Ce n'était pas du français. Maurice could speak in Latin. Même s'il n'avait pas beaucoup d'éducation, Maurice pouvait s'exprimer parfaitement en latin. Rares sont les gens qui peuvent parler une langue morte, et encore moins faire référence à des citations religieuses très précises. Lors d'une balade en voiture en compagnie de Tina, Maurice est subitement pris d'un malaise trouble. En proie à une crise sévère, il lâche tout. Tina voit distinctement le volant et l'accélérateur réagir comme si quelqu'un conduisait la voiture. Les tentatives désespérées de Tina pour sortir son mari de sa torpeur demeurent vaines. Tina a la conviction qu'une entité invisible a pris le contrôle de la voiture et qu'elle veut les tuer. Craignant pour la vie de ses jeunes enfants et pour sa propre sécurité, elle met un terme à leur vie commune. Après une longue période de solitude, à la fin des années 1970, Maurice fait la rencontre de Nancy. Avec elle, il a l'impression que cette fois, les choses peuvent vraiment changer. Mais Maurice est toujours victime de ces crises mystérieuses. En juin 1982, le père de Maurice, Maxime, cet homme qu'il a tant détesté, abat de sang-froid sa femme avant de retourner l'arme contre lui-même. Mes grands-parents étaient allés en vacances en Oklahoma. Ma mère m'a appelé à l'école pour m'annoncer que grand-papa avait abattu grand-maman d'une balle dans la tête et qu'il s'était suicidé. Il s'est tiré. L'assassinat de sa mère et le suicide de son père ne font qu'ajouter aux troubles de Frenchy. Les étranges crises dont il souffre s'accentuent. Plus les mois passent, plus Nancy est inquiète pour la sécurité de Maurice et pour la sienne. Inquiet lui-même de ses comportements anormaux, mon père s'est rendu à la police, où on lui a dit qu'il était fou. La situation a empiré, et il s'est résolu à consulter un prêtre. Le prêtre Homer Boyer nous a contactés de Warren, au Massachusetts. Il nous a raconté que des événements très étranges entouraient la famille d'un fermier, un Canadien français de sa paroisse. Il s'agissait d'un homme de certain âge, environ 70 ans, avec beaucoup d'expérience. Il n'était pas du genre à céder facilement à la panique ou à l'exagération. C'était un homme gentil, pieux et dévoué. Il m'a dit qu'il priait à l'occasion avec la famille, mais qu'il sentait une présence malsaine et hostile. Il a demandé notre aide. Le dénouement de l'affaire Maurice Thériault, après la pause. Le 18 février 1985, les Warren rencontrent pour la première fois Maurice Thériault. Dès la première visite, ils nous ont parlé de la lévitation d'objets, des écritures sur le dos de Maurice, qui ressemblaient à des incisions au scalpel.
et le sang imprégné sur son t-shirt, qui disparaissait aussitôt qu'il l'enlevait. J'ai été très impressionné par cette première rencontre. Et peut-être à cause de ma profession de policier, très sceptique aussi. On dit que l'un des premiers symptômes de la possession est l'expression d'une force décuplée. Il pouvait soulever une statue de 200 kilos. Il possédait une statue de béton très lourde qu'il avait récupérée dans un cimetière. C'était une statue de Sainte Thérèse, je crois. Elle tenait des roses, mais les fleurs étaient brisées, et c'est pourquoi on l'avait écartée. Quoi qu'il en soit, Maurice, lorsqu'il faisait appel à cette entité qui le possédait, pouvait la soulever uniquement avec le bout de ses doigts. C'était incroyable. Malgré ma stature d'1,90 m et mes 100 kilos, et à l'époque j'étais en excellente forme, je n'arrivais à la déplacer que de peine et de misère. Ils écoutent son récit et prennent note des étranges événements qui, depuis 30 ans, stigmatisent sa vie. Avant d'affirmer qu'il y a possession démoniaque, nous devons la documenter. Notre parole ne suffit pas. Nous avons fait admettre Maurice dans une institution psychiatrique du Massachusetts pendant 30 jours, où il a été évalué par des médecins. Nous pouvons prouver sans l'ombre d'un doute à qui que ce soit qu'on parle de la police, des médecins, des prêtres ou de la famille, qu'il s'agissait bel et bien d'une possession diabolique. Lors d'une rencontre avec les médecins, tous étaient d'avis qu'aucune pathologie ne pouvait expliquer les phénomènes bizarres autour de Maurice. Pour eux, il ne fait aucun doute que Maurice Thériault est victime d'une, sinon de plusieurs entités diaboliques. Nancy, Maurice, Ed, moi-même et le père Homer Boyer avons rencontré l'évêque Timothy Harrington. Il a été tellement ému par la situation désespérée de cet homme qu'il l'a serré dans ses bras et lui a dit « Je vais t'aider, mon fils ». C'est ce jour-là qu'a eu lieu le premier exorcisme. Le dimanche suivant, Maurice et Nancy se sont rendus à l'église. Au moment d'arriver en haut de l'escalier, Maurice a fait une culbute dans les airs et s'est retrouvé en bas sans une égratignure. C'est là que nous avons décidé de faire un deuxième exorcisme. Un troisième exorcisme a eu lieu le 2 mai 1985. Le groupe des gens en prière est réuni autour de Frenchy dans la modeste demeure de Warren, au Massachusetts. Il y a là un prêtre, le père McKenna, 2 démonologues, Lauren Warren et son mari Ed, le policier qui filmera la séance et quelques témoins. Tous participent à ce troisième exorcisme. Après le rituel, Maurice Thériault reprend une vie à peu près normale. Pendant un temps, les Warren vont maintenir le contact avec lui, juste pour s'assurer que tout va pour le mieux, sachant par expérience qu'une rechute est toujours possible. Celle de Maurice Thériault sera brutale. En novembre 1992, 7 ans après l'exorcisme du père McKenna, Maurice Thériault sombre dans un profond état second. Il n'est plus lui-même. Cette force diabolique qu'il connaît bien l'envahit de nouveau et s'impose à son esprit fragile. Au soir du 4 novembre, il appelle l'une de ses filles, Melinda,
et lui demande pardon. Il m'a rendu visite. Suite à une querelle, Nancy avait obtenu un mandat contre lui, qui l'obligeait à se tenir loin d'elle. Il m'a demandé de prendre un dernier verre. J'ai refusé car je ne bois pas. Il était bizarre. Ce n'était pas un homme affectueux, mais ce jour-là, il l'était. Plus tard, j'ai fait part de mes craintes à ma sœur, Maureen. Je lui ai demandé de m'accompagner jusqu'à la ferme pour éviter, je ne savais trop quoi. J'avais l'impression de voir deux individus. Mon père avait toujours dit que sa vie se terminerait comme celle de ses parents. Il avait bien organisé son coup. Je savais que Nancy était au bingo ce soir-là et je voulais lui laisser une note. Nous sommes donc partis en camion. Je voulais prouver à ma sœur que mon père était là, malgré l'ordre de cour. Nous sommes arrivés à la maison. Il n'y avait pas de voiture. Nous sommes entrés et avons écrit la note. Soudain, j'ai entendu un bruit au sous-sol. Je savais que ce n'était pas le chien. J'ai ouvert la porte et mon père m'a braqué un fusil au visage. Il croyait que j'étais Nancy. Il m'a dit de me calmer. J'ai voulu appeler le 911, mais il avait déjà coupé la ligne du téléphone. Son camion était stationné à 1,5 km derrière la maison, hors de vue. Je lui ai demandé de s'asseoir sur le divan et de se calmer. Je priais pour que Nancy n'arrive pas à ce moment-là. Il s'est excusé d'avoir été un père absent et m'a expliqué les raisons qui le poussaient à agir de la sorte. J'ai essayé de le convaincre que ce n'était pas la solution. Tout à coup, Nancy est arrivée. Il était enragé. Il s'est levé et dès qu'elle est entrée, il l'a braquée et lui disant qu'il voulait lui parler. Mais elle a refusé et insistait pour qu'il parte. Il lui a alors tiré dans le bras. Il l'a traîné dans la maison. J'essayais de l'aider, mais il m'a dit qu'il m'aimait, puis s'est tourné vers Nancy et lui a dit « Regarde-moi et rappelle-toi bien ceci. » Il m'a demandé pardon et m'a répété qu'il m'aimait. Il a alors placé le canon dans sa bouche et a tiré. Il m'a laissé avec beaucoup de questions et beaucoup de cicatrices. Certaines familles sont marquées par la fatalité, comme si, de génération en génération, un mauvais sort s'acharnait sur ses membres sans que personne ne puisse y trouver la moindre explication rationnelle. Aveuglément, la malédiction frappe autant l'innocent que le coupable. Certains avancent que le diable préférerait ravir à Dieu les âmes les plus pures. Cette pureté de sentiment animait peut-être le jeune Maurice dans les premières années de sa vie. Maurice Thériault était mon père. C'était un fermier venu du Canada. Il a vécu une situation difficile. Pour la communauté scientifique, la possession diabolique se résume à quelques maladies mentales ou quelques troubles de la personnalité. Pourtant, au plus fort de ses crises, Maurice Thériault avait consulté un médecin qui ne lui avait trouvé aucune pathologie particulière. Était-ce une autre ruse du diable? Pour un individu, une fois piégé dans un univers aussi trouble, sans aucune certitude possible, la mort est-elle la seule issue? Depuis l'aube des temps, l'homme pressent l'existence de pouvoirs mystérieux. Pour certains, ces pouvoirs sont ceux du divin. Pour d'autres, ces forces mystérieuses sont le fait, au contraire, de pouvoirs inconnus cachés en chacun de nous
révélée grâce à notre sixième sens.